RDC, au sud Kivu, le M23 s'impose à Kanyola, à 57 km de Bukavu, après des affrontements avec les Wazalendo. Les éléments de l'AFC M23 ont été visibles l'après-midi de ce 28 juin 2025 à Kanyola Centre, à 57 km de Bukavu, après les affrontements qui les ont opposés toute la journée aux Wazalendo présents dans cette partie du territoire de Walungu, au sud Kivu. Selon plusieurs sources, il s'est agi d'affrontements généralisés dans plusieurs villages du territoire de Walungu, au sud Kivu. Les affrontements étaient enregistrés depuis la matinée à Mulamba, Muzinzi, Bwahungu, Kanyola, Mubone, Chihambe. On a entendu les bruits des armes lourdes. Vers l'après-midi, les M23 sont arrivés à Kanyola Centre, disent les sources sur place. Pour plusieurs sources locales, c'est d'abord le centre qui est actuellement occupé par l'AFC M23. Les M23 se sont emparés de Kanyola jusqu'au centre. Jusque-là, on ne sait pas le bilan exact, mais c'était une guerre avec des armes lourdes, ajoute un notable du milieu. Certains habitants se sont réfugiés dans les villages alentours, ajoutent les acteurs sociaux locaux. Le centre de Kanyola est occupé par les M23 depuis l'après-midi, ajoute un acteur social du milieu. Ces affrontements interviennent au lendemain de la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accorder cette entrevue exclusive à la radio-télévision nationale congolaise. Merci à vous. Avec toute votre équipe, on peut dire que vous avez été diplomatiquement décisive au sujet de la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. La résolution 2773 en est le prélude. Aujourd'hui, vous venez d'apposer votre signature sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Quels sont vos sentiments? Tout d'abord, un sentiment de gratitude pour la confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu placer en ma personne, mais aussi toute l'équipe qui m'a accompagnée et qui a contribué justement aux efforts qui ont culminé aujourd'hui à la signature de cet accord. Mais en même temps, évidemment, en tant que membre du gouvernement, un sentiment d'une responsabilité profonde, vu la portée historique de cet accord et la responsabilité qui nous incombe à nous en tant que membres du gouvernement, en tant que représentants de la République démocratique du Congo, de nous assurer que cet accord va se traduire en une paix concrète et tangible pour des millions de nos concitoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord devait être entériné ultérieurement par les chefs d'État des pays signataires. On connaît tout le poids que les États-Unis ont mis dans son aboutissement. Avez-vous obtenu de Washington des garanties que cet accord sera exécuté dans son intégralité par toutes les parties? Alors tout d'abord, il faut souligner que l'accord que nous avons signé aujourd'hui est un accord contraignant pour toutes les parties signataires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous et des téléspectateurs ont eu l'occasion de suivre aussi la prise de parole du président Donald J. Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche, qui lui-même a affirmé à 2 reprises que les États-Unis d'Amérique allaient tout faire pour s'assurer justement que cet accord soit respecté par toutes les parties prenantes. Donc, je pense en effet que nous sommes dans une dynamique extrêmement constructive avec un partenaire qui est aussi déterminé que la République démocratique du Congo de voir cet accord se matérialiser et ce, de manière rapide, de manière tangible et de manière durable. Justement, lors de la conférence de presse aujourd'hui au bureau Oval avec le président Trump, j'ai une question sur le désengagement qui a été posée durant cette conférence et c'est par rapport à la position du Rwanda. Pendant la conférence de presse du président Trump, le ministre rwandais des Affaires étrangères a semblé affirmer que le retrait des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo est subordonné à la neutralisation des FDLR, on comprend les forces démocratiques de libération du Rwanda. Même si le président Trump a recadré la réponse du ministre rwandais, que dit l'accord à ce sujet? L'accord est très clair.
Quand il s'agit de la question du désengagement des forces, l'accord se réfère au CONOPS, au concept d'opération, qui a deux volets principaux dont l'exécution doit se faire de manière concomitante. Le premier volet, et ces deux volets prennent en compte les préoccupations sécuritaires des deux pays, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Le premier volet, c'est le désengagement des forces, à savoir les forces armées rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Et le deuxième volet, la neutralisation des FDLR. Donc la préoccupation principale en termes de sécurité du Rwanda. Et l'accord est très clair là-dessus. Il parle justement du CONOPS comme la boussole, si vous voulez, pour ces questions de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR. Et le CONOPS est un document extrêmement détaillé, justement, qui explique de manière très minutieuse comment procéder justement à ce désengagement des forces et à cette neutralisation, et comment aussi en assurer la concomitance pour que les préoccupations des deux pays soient prises en compte de manière continue, mais aussi de manière égale. Madame la ministre, beaucoup d'eau a coulé sur le pont avant la conclusion de cet accord. C'est d'ailleurs ici le lieu de féliciter justement l'engagement des États-Unis, mais aussi d'autres partenaires comme médiateurs dans cette crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On pense notamment au Qatar, à l'Angola et au Kenya, pour ne citer que ces pays. Cependant, certaines voix s'élèvent pour dénoncer une paix obtenue au prix du bradage des minerais stratégiques de la République démocratique du Congo au profit des États-Unis. Que répondez-vous à ce genre de propos ? Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État. Eh bien, je reçois maintenant en studio la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner. C'est un plaisir de vous avoir sur la BBC. Comme vous le savez sûrement, les précédents accords de paix dans la région n'ont pas abouti. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu que cet accord réussira ? Je pense que cet accord est très prometteur et extrêmement significatif, car nous avons clairement vu en un très court laps de temps que les États-Unis ont véritablement mis tout le poids considérable de leur appareil diplomatique et de leurs ressources derrière cet important accord. Et je pense que c'est avec le soutien des États-Unis, mais aussi grâce à leur rôle clé en tant que facilitateurs et défenseurs de cet accord, que nous aurons un partenaire capable de tenir tous les acteurs responsables des engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de cet accord. Vous savez, cet accord est salué comme historique. Nous avons entendu le président français, Emmanuel Macron, prononcer exactement ces mots. Il a été critiqué cependant par certains comme, vous savez, manquant de détails. Quelle est votre réponse à cela ? Selon vous, combien de travail reste-t-il à faire en termes de mise en œuvre concrète ? Cet accord de paix ? Eh bien, tout d'abord, il y a eu beaucoup de spéculations sur l'accord avant sa signature. Donc, même s'il y a eu beaucoup de critiques, nous devons garder à l'esprit qu'une grande partie de ces critiques ont eu lieu dans un contexte où l'accord lui-même n'était pas disponible. À ce jour, il est disponible et je pense que lorsque les gens prendront le temps de le lire, ils verront que c'est un accord très riche qui aborde de nombreuses questions cruciales. En même temps, nous sommes conscients du fait qu'un accord n'existe pas en vase clos. Donc, il y a beaucoup d'autres efforts qui devront converger et faire en sorte que cet accord dispose de l'écosystème nécessaire pour porter les fruits qu'il promet de porter. Je voulais vous interroger au sujet du Rwanda. Il y a eu beaucoup de désaccords ou d'allers-retours concernant le rôle réel que le Rwanda a joué dans ce conflit. Tout au long de cette affaire, nous avons entendu de nombreux démentis du Rwanda affirmant qu'il ne soutient pas ces rebelles du M23. Est-ce vrai
Eh bien, le fait que nous ayons signé un accord avec le Rwanda en dit long sur le niveau d'implication et la nature du conflit. Ce n'est pas seulement un conflit avec des parties prenantes congolaises, mais c'est aussi un conflit qui dépasse nos frontières avec l'un de nos pays voisins. L'accord lui-même, et encore une fois, je souligne le fait qu'il est accessible, met précisément en avant la question tout d'abord de l'engagement pour les deux parties à s'abstenir de fournir tout soutien aux groupes armés. Et je pense que c'est un élément très révélateur dans l'accord. Mais aussi, le deuxième aspect qui est crucial, c'est que l'accord met en avant le fait que le CONDES, le concept d'opération, doit être mis en œuvre, ce qui prévoit le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Donc je pense que, encore une fois, maintenant que nous avons l'accord et qu'il est facilement accessible, nous pouvons également voir à travers ces détails la nature du conflit ainsi que l'étendue et les responsabilités de toutes les parties prenantes. Je voulais bien sûr vous interroger sur l'implication des États-Unis dans la négociation de cet accord. Savez-vous quel rôle le président Trump ou l'administration Trump a-t-il joué? Et vous savez dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait que la motivation des États-Unis ici pourrait être, vous savez, davantage liée à l'accès aux minéraux stratégiques qu'à la volonté d'assurer une paix durable dans le pays? Eh bien, je pense qu'il est d'abord important de souligner le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas signé un accord commercial. Nous avons signé un accord de paix. Et je pense que c'est un aspect très révélateur en ce qui concerne la stratégie de l'administration américaine, si vous voulez, et son engagement en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. Le fait que la paix ait d'abord été priorisée comme fondement de tout investissement ultérieur ou de tout accord économique qui pourrait être signé, je pense que c'est très révélateur. Et cela montre aussi que l'administration Trump a bien compris et estime que pour avoir un environnement d'affaires prospère et des investissements réussis, il faut d'abord la paix, il faut d'abord le rétablissement de l'autorité de l'État. Et c'est exactement ce que prévoit cet accord. Et encore une fois, cela n'aurait pas eu lieu si l'impulsion politique nécessaire n'avait pas été mobilisée. Et nous en avons vu beaucoup de la part de l'administration Trump ces dernières semaines avant la signature de cet accord. Vous savez, si cet accord de paix réussit, rappelez-nous, qu'est-ce que cela signifierait pour la population de votre pays? Des milliers de personnes ont été tuées, je crois, des centaines de milliers. Des millions. Ont dû quitter foyer. Des millions. Des millions de personnes ont été tuées au fil des années. Des millions ont été déplacés. Pour l'instant, une grande partie de la population dans l'est de la RDC vit sous occupation. Cet accord représente un immense espoir pour eux. Nous avons reçu des appels toute la journée de personnes de l'Est, espérant que cet accord aboutira au départ de ces forces d'occupation. Donc c'est un accord qui porte un immense espoir pour notre population, de l'espoir pour ceux qui sont déplacés, de l'espoir pour ceux qui ont été victimes de violations et aussi de l'espoir pour ceux qui, de manière tout à fait légitime, comme n'importe qui d'autre dans le monde, veulent envoyer leurs enfants à l'école, veulent construire un avenir et veulent vivre dans la prospérité. Donc, c'est la véritable promesse de cet accord concrètement pour le peuple congolais. En ce qui concerne les civils qui se sont retrouvés pris au piège, et vous avez mentionné les nombreuses personnes, des millions en réalité, existe-t-il maintenant un moyen de rechercher une forme de justice pour eux? Encore une fois, vous savez, un accord fait partie d'un écosystème. Et le gouvernement congolais, le président Tshisekedi, a toujours été un fervent défenseur des droits des populations qui ont été victimes de conflits, mais aussi de leur droit d'accès à la justice. Ainsi, c'est une priorité pour le gouvernement congolais, tant en ce qui concerne la justice au niveau local entre les parties prenantes congolaises que dans une perspective plus large. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons signé un accord non pas entre Congolais, mais en tant que deux pays différents. Donc, je pense qu'il y a un aspect de justice qui doit être pris en compte tant au niveau local qu'à une échelle plus large, au niveau régional. Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci de m'avoir invité. Merci.